Ne t'avise pas de venir à notre dîner de Noël, vieille folle. Ma belle-fille, Chloé, a prononcé ces mots sans crier. Sa voix était tranchante, précise, comme la lame d'un couteau de cuisine sur une planche à découper en bois. Elle ne me regardait pas. Elle rangeait des verres en cristal dans le buffet de la salle à manger. Mes verres. Le cristal de Bohême que mon mari, Gabriel, m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Le son du verre frottant contre l'étagère en chêne produisait un grincement sec, un son qui restait suspendu dans l'air froid de la pièce. Il est 17 heures. Dehors, la lumière de décembre s'éteint doucement sur les toits de la banlieue parisienne. La neige ne tombe pas encore, mais l'air est lourd d'une humidité qui pénètre les os. Dans le salon, le radiateur en fonte claque par intermittence. Un bruit métallique, régulier, tac, tac, tac. Je suis assise sur le fauteuil Voltaire, celui près de la fenêtre. Le tissu en velours vert est élimé sous mes doigts. Je sens la trame du tissu, la rugosité des fils usés par le temps. J'ai payé pour cette maison pendant 32 ans. Chaque traite, chaque réparation, chaque ardoise du toit. Gabriel et moi avons travaillé dans cette petite imprimerie de la rue de Vaugirard, respirant l'odeur de l'encre et du papier chaud 10 heures par jour. Chloé se tourne enfin vers moi. Elle porte une robe en laine beige impeccable. Ses cheveux sont tirés en un chignon serré qui semble tirer la peau de son front. Elle a 34 ans. Elle est entrée dans cette famille il y a 6 ans, apportant avec elle une odeur de parfum synthétique et une ambition silencieuse. Elle pose ses mains sur la table massive. Je vois ses ongles vernis d'un rouge sombre, presque noir. Elle ne tremble pas. « On a besoin de place, Louise, dit-elle. Elle appelle cela avoir besoin de place. Elle veut inviter ses parents, des gens de Lyon qui possèdent une concession automobile et qui ne m'ont jamais adressé la parole sans un ton de condescendance. Lucas est d'accord avec moi. C'est notre maison maintenant. Tu es encombrante. L'odeur de tes médicaments, tes vieilles histoires de l'imprimerie. Ça gâche l'ambiance. On t'a réservé un plateau repas dans ta chambre. Tu y resteras jusqu'au 26. Lucas, mon fils, je l'ai porté, je l'ai nourri, j'ai financé ses études de commerce à prix d'or. Je l'entends dans l'entrée. Il retire ses chaussures. Le bruit du cuir contre le parquet de l'entrée. Un craquement familier. La troisième latte, celle qui grince toujours un peu plus fort que les autres à cause de l'humidité de la cave. Il ne dit rien. Il n'entre pas dans la salle à manger. Il sait ce qui se passe. Il évite mon regard depuis des semaines. Il est devenu une ombre dans sa propre demeure, une ombre pilotée par la voix de Chloé. Je regarde mes mains posées sur mes genoux. Elles sont tachées par l'âge, la peau est fine comme du papier à cigarette. Je sens le froid qui monte du sol. La maison est grande, mais ils ont coupé le chauffage dans ma partie de l'étage pour faire des économies. Une économie de quelques euros sur mon confort, alors qu'ils viennent de s'acheter un nouveau SUV allemand avec l'argent que je leur verse chaque mois pour l'entretien de la propriété. « Tu as compris, Louise ?» insiste Chloé. Elle s'approche de moi. Je sens son parfum. Une note de jasmin trop forte, étouffante. Elle se penche. Pas de dîner, pas de salon. Tu restes en haut. On ne veut pas que les invités te voient dans cet état. Tu fais négliger. Elle parle de ma robe de chambre, celle que je porte car il fait trop froid pour s'habiller normalement dans cette maison sans chauffage. Elle ignore que sous cette robe de chambre, je porte encore le médaillon de Gabriel. Un poids d'or froid contre ma poitrine. Je l'ai regardé. J'ai simplement souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Un sourire de façade comme celui qu'on affiche lors des enterrements par politesse. J'ai pensé au compte joint. J'ai pensé au virement permanent de 4 500 € que j'effectue chaque premier du mois depuis le décès de Gabriel pour couvrir leurs crédits, leurs factures, leur train de vie qu'ils ne peuvent à n'en pas s'offrir avec leur seul salaire de cadre moyen. J'ai pensé aux titres de propriété qui sont toujours dans mon coffre-fort à la banque et non dans le leur, malgré les documents qu'ils m'ont pressé de signer l'été dernier. Ils pensent que j'ai signé l'acte de cession. Ils n'ont pas vérifié les paraphes. Ils n'ont pas vu que j'avais glissé une clause de réserve d'usufruit total et une condition suspensive en cas de maltraitance manifeste. « Très bien, Chloé, ai-je répondu. Ma voix était un murmure, plus calme que le bruit du vent contre les vitres. Je ne vous dérangerai pas pour le dîner. Elle a eu un petit rire sec, un son de satisfaction victorieuse. Elle a repris ses verres en cristal. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, dans ma tête, j'étais déjà à la banque. Le silence de la maison est devenu pesant. J'ai écouté leurs pas dans la cuisine, le bruit des assiettes, le rire forcé de Lucas qui essayait de se convaincre qu'il n'était pas un lâche. Je me suis levé lentement. Mes articulations ont craqué. Un son sec dans le silence de la pièce. Je suis monté à l'étage, tenant fermement la rampe en bois verni. Chaque marche était un effort. J'ai atteint ma chambre, cette petite pièce au bout du couloir, où ils m'ont relégué il y a 3 mois, sous prétexte que l'escalier était trop dur pour moi.
En réalité, il voulait transformer ma grande chambre, avec vue sur le jardin, en un dressing pour Chloé. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Le matelas est trop mou, il s'enfonce. J'ai pris mon téléphone portable. Un vieux modèle, simple. Mes doigts ont glissé sur l'écran froid. J'ai ouvert l'application de ma banque. La lumière bleue de l'écran a éclairé mon visage dans la pénombre de la chambre. 4 500 €. Virement annulé. Financement de la carte de crédit de Lucas. Annulé. Assurance du SUV. Résilié. J'ai posé le téléphone sur la table de chevet. J'ai regardé le mur blanc. Dans 2 heures, Chloé essaiera de payer la livraison du traiteur pour son prestigieux dîner. La carte sera déclinée. Dans 3 heures, le service de sécurité que je paie pour la maison recevra l'ordre de désactiver les codes d'accès dès demain matin. Le silence est revenu. Un silence lourd, épais, presque palpable. Je me suis allongé, tout habillé, sous la couverture fine. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé au visage de Gabriel. J'ai pensé à la justice. Pas celle des tribunaux, mais celle du froid. Celle qui vous saisit quand on vous enlève le tapis sous les pieds sans prévenir. J'ai souri une dernière fois dans le noir. La bataille ne faisait que commencer, et il n'avait même pas remarqué que j'avais déjà tiré la première salve. Le lendemain matin, à 6 heures, la maison était plongée dans un silence de sépulcre. Le chauffage n'était toujours pas revenu dans ma chambre. J'ai vu mon souffle former une petite brume blanche devant mon visage, un nuage de vapeur qui s'évaporait en 3 secondes dans l'obscurité. Mes articulations étaient des raides comme si le froid avait transformé mon sang en plomb. J'ai glissé mes pieds dans mes pantoufles en feutre. Le sol en linoléum de ma petite chambre était glacial. Je suis descendu. Je ne faisais pas de bruit. J'ai l'habitude de marcher sur le bord des marches pour éviter les craquements. C'est une habitude de proie ou de fantôme. Dans la cuisine, l'odeur du café flottait encore, mêlée à une odeur de cannelle et de vin chaud. Les restes du grand dîner de la veille. Chloé n'avait pas rangé. Des assiettes sales traînaient sur le plan de travail en granit. Des verres de vin à moitié vides, avec des traces de rouge à lèvres gras sur les bords. Je me suis approché du buffet du salon, je cherchais mon sac à main. Je l'avais laissé là, sur la petite console Louis XV que Gabriel m'avait aidé à restaurer. Le sac n'y était plus. À sa place, il y avait une pile de catalogues de mode appartenant à Chloé. J'ai cherché dans l'entrée. Rien. J'ai cherché sous le canapé. Rien. Un pressentiment froid a commencé à couler dans ma colonne vertébrale, plus piquant que l'air de la chambre. Je suis allé vers le garage. La porte en bois lourd a pivoté avec un gémissement métallique. Le garage était vide de voitures, le SUV de Lucas était garé dehors, mais il y avait autre chose. Au milieu du garage, sur le béton humide, j'ai vu mes cartons. Mes 3 cartons de souvenirs. Ceux que j'avais soigneusement étiquetés « Archives famille ». Ils étaient entouverts. Le contenu était éparpillé sur le sol sale, là où l'huile de moteur laisse des taches irisées. Mes photos de mariage avec Gabriel. Les dessins de Lucas quand il avait 6 ans. Ma collection de premières éditions de l'imprimerie. Chloé était là, debout près de la poubelle grise de la ville. Elle tenait mon album de photos de noces. Elle arrachait les pages, une par une. Le bruit du papier qui se déchire est particulier. Un craquement sec, définitif. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle jetait les pages dans un sac poubelle noir. « Qu'est-ce que tu fais, Chloé ?» ai-je demandé. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était plate. Elle a sursauté, mais n'a pas montré de honte. Elle a jeté le reste de l'album dans le sac. « On fait du tri, Louise. Lucas et moi avons besoin de cette pièce pour ranger le matériel de ski. On ne peut pas garder toutes tes vieilleries. Ça prend la poussière, ça sent le renfermer. » J'ai regardé le sol. Une photo de Gabriel, jeune, souriant devant notre première presse offset, était piétinée par la semelle de sa botte de luxe. La trace de boue couvrait le visage de mon mari. « Et mon sac ?» ai-je ajouté. Chloé a souri. Un sourire de prédateur qui a déjà gagné. « Ton sac est dans le bureau. Lucas est en train de s'occuper des papiers. On a trouvé ton livret d'épargne, Louise, et ton carnet de chèques. On s'est dit qu'une femme de ton âge n'avait plus besoin de gérer des sommes aussi importantes. C'est dangereux. Tu pourrais te faire arnaquer sur Internet. Lucas a pris une procuration totale hier soir. Il a utilisé le document que tu as signé cet été. Le notaire, un ami de mon père, a validé la procédure ce matin par téléphone. Le sang a quitté mon visage, mais je suis resté immobile. Le piège s'était refermé. Il ne se contentait plus de m'isoler. Il volait mon identité, mon passé et mon futur. Lucas, mon propre fils, était en train de vider mes comptes de secours, ceux que j'avais gardés secrets pour les mauvais jours. « Tu n'as plus rien, Louise », a-t-elle murmuré en s'approchant de moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. Ses doigts étaient un d'effroi.
On va t'installer dans la petite dépendance au fond du jardin à partir de demain. C'est plus adapté. Le serrurier change les serrures de la maison principale à midi. Tu n'auras plus besoin de clés. On t'apportera tes repas. » Elle parlait de l'ancien abri de jardin. Un endroit avec un toit en tôle et des murs en briques simples sans isolation. Un endroit pour les outils, pas pour les êtres humains. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Les larmes sont un luxe que je ne pouvais plus me permettre. J'ai regardé ses yeux, vides de toute compassion. J'ai pensé à la procuration. Elle ignorait que le document qu'ils avaient fait signer sous pression à une femme qu'ils croyaient sénile contenait une erreur volontaire de ma part. J'avais utilisé mon nom de jeune fille, Dumont, au lieu de mon nom marital, Lefebvre, sur toutes les pages cruciales. Un détail qu'un notaire complaisant et pressé de toucher sa commission n'avait pas vérifié. Mais le vrai choc, l'incendie dans mon cœur, est venu quand Lucas est sorti sur le perron. Il tenait mon alliance, celle que j'avais posée sur la table de nuit pour me laver les mains. Il la tournait entre ses doigts, distraitement. « Maman, c'est pour ton bien, » a-t-il dit sans me regarder. « On va vendre l'or. Ça paiera les premiers mois de tes soins à domicile, dans la dépendance. On doit être pragmatique. » Pragmatique. Le mot est tombé comme un couperet. À cet instant, le fils que j'avais élevé est mort à mes yeux. Il ne restait qu'un étranger cupide portant le visage de mon enfant. La trahison était totale. Médicale, financière, émotionnelle. Je suis retourné vers la maison. J'ai croisé le miroir de l'entrée. J'ai vu une vieille femme, fragile, vêtue d'une robe de chambre usée. Mais derrière mes yeux, il y avait quelque chose d'autre. Une étincelle de glace. Ils pensaient m'avoir enfermé dans un placard. Ils ne savaient pas qu'ils s'étaient enfermés eux-mêmes dans une prison de dettes et d'illégalité dont je tenais encore les clés invisibles. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de la poussière et du mépris. Demain, le notaire recevrait un appel. Pas de moi, mais de mon avocat, Maître Renard, un homme qui attendait mon signal depuis des mois. La partie de chasse était ouverte. Le silence de l'abri de jardin est différent de celui de la maison. Il est plus dense. Il sent la terre humide, le fer rouillé et les vieilles étoiles d'araignée. Je suis assise sur un banc en bois brut, mes mains posées sur mes genoux. Chloé a fait changer les serrures de la maison principale à 14 heures précises. J'ai entendu le bruit de la perceuse à travers la vitre givrée, un son strident qui a déchiré l'après-midi. Ils m'ont apporté mon dîner à 19 heures. Un bol de soupe tiède posé sur une caisse en plastique. Lucas n'était pas venu. C'est Chloé qui a ouvert la porte de l'abri. Elle portait un manteau de fourrure synthétique. Elle ne voulait pas entrer. Elle restait sur le seuil, évitant de salir ses bottes. « On a trouvé un acheteur pour tes meubles, Louise, » a-t-elle dit. Elle regardait son téléphone. Le buffet en chêne et le fauteuil Voltaire. Un antiquaire passe demain matin. Ça libérera de l'espace pour le home cinéma de Lucas. Elle pensait m'achever avec cette nouvelle. Elle ignorait que j'avais déjà passé mon appel à Maître Renard pendant qu'il riait dans le salon. Mais il y avait un problème pour eux. Un problème qu'ils allaient encore se découvrir dans moins de 12 heures. Le lendemain, le froid était plus vif. J'ai vu par la petite lucarne de l'abri le camion de l'antiquaire arriver. Un homme en bleu de travail est descendu. Il a sonné. Lucas est sorti, l'air hagard, les cheveux en bataille. Il tenait une liasse de papier. « Monsieur, je suis là pour les meubles de Madame Lefebvre, » a dit l'homme. « C'est ici, » a répondu Lucas en ouvrant grand la porte. J'ai observé la scène depuis mon exil. L'homme est entré. 5 minutes plus tard, il est ressorti, furieux. « Vous vous moquez de moi ?» a crié l'antiquaire sur le perron. « Ces meubles sont gagés. Ils sont inscrits au répertoire des biens protégés par une fiducie de conservation. Je ne peux pas toucher à un seul pied de chaise sans l'autorisation du fiduciaire. Et le fiduciaire, ce n'est pas vous, monsieur. C'est une banque suisse. » Lucas a bafouillé. Il a brandi la procuration, celle avec mon nom de jeune fille. L'homme a ri. Un rire gras qui a dû résonner dans tout le quartier. « Ce papier ne vaut rien. Le nom ne correspond pas au titre de propriété du mobilier. Bonne journée. » Le camion est reparti dans un nuage de fumée noire. Lucas est resté planté sur le trottoir, immobile. C'était le premier grain de sable. À midi, ce fut au tour du SUV. Chloé est sortie pour aller faire ses courses. Elle a appuyé sur le bouton de sa clé. Rien. Elle a essayé d'ouvrir la portière manuellement. L'alarme s'est déclenchée. Un hurlement électronique saccadé qui a fait sortir les voisins sur leur balcon. Elle a crié, elle a appelé l'assistance. J'écoutais tout depuis mon abri, la porte entr'ouverte. « Comment ça, le contrat est résilié ?» hurlait-elle dans son téléphone. « C'est impossible, on a payé... Quoi ? Le compte est bloqué ? Quel compte ?» Elle ne comprenait pas. Elle pensait que la procuration lui donnait les pleins pouvoirs.
Elle ne savait pas que le virement de 4 500 € que j'avais annulé était le seul pilier qui maintenait leur château de cartes debout. Sans ce virement, leur compte joint était tombé en débit immédiat. La banque, voyant une anomalie dans les signatures de la procuration, avait gelé tous les avoirs par mesure de sécurité. Lucas était sorti en courant. Il tenait une lettre recommandée que le facteur venait de lui remettre. Son visage était gris, la couleur de la cendre. « Maman !» a-t-il crié en se dirigeant vers l'abri de jardin. Il a poussé la porte violemment. Elle a heurté le mur en briques. Il transpirait malgré le gel. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il demandé, la voix étranglée. « La banque refuse de débloquer les fonds. Ils disent donc qu'il y a une plainte pour usurpation d'identité et tentative de fraude sur personne vulnérable. Qui a fait ça ?» Je n'ai pas bougé. J'ai pris une gorgée de ma soupe froide. C'est peut-être le notaire, Lucas. Ou peut-être que la vérité finit toujours par remonter, comme l'huile à la surface de l'eau. « On n'a plus un centime, Louise !» a hurlé Chloé derrière lui. Elle était hystérique. « Le traiteur de Noël menace de nous poursuivre. Le prêt de la maison va être rejeté demain. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « C'est fâcheux. Vous devriez peut-être demander de l'aide à vos amis de Lyon. Ceux qui ont réussi. » Elle a voulu s'avancer pour me frapper. Je l'ai vu dans son regard. Mais Lucas l'a retenu. Pas par amour pour moi, mais par peur. Il venait de voir sur le chemin une voiture noire garée un peu plus loin dans la rue. Une voiture avec 2 hommes en costume sombre à l'intérieur, mon avocat et son huissier. Le piège ne se refermait plus sur moi. Ils se resserraient autour de leur cou. Ils avaient voulu me traiter comme un meuble encombrant. Maintenant, ils allaient en découvrir ce que signifie être un étranger dans une maison qui ne vous appartient plus. La nuit est tombée très vite. Dans la dépendance, l'obscurité est totale, car Lucas a coupé l'électricité de l'abri, pour réduire les coûts, comme il me l'a hurlé à travers la porte close. Je reste assise dans le noir, enveloppée dans une vieille couverture de laine qui sent la naphtaline. J'écoute. Le silence nocturne de la banlieue est trompeur. On entend tout. À travers les vitres givrées de la maison principale, je vois des ombres s'agiter. Ce sont des silhouettes nerveuses, saccadées. Ils ne mangent pas. Ils se disputent. Leurs voix filtrent à travers les murs, des éclats de cris, le bruit d'une assiette qui se brise sur le carrelage de la cuisine, puis un silence lourd, plus effrayant que le bruit. À 22h, une voiture de police s'est garée devant le portail. Les gyrophares bleus ont balayé les murs blancs de la chambre de Chloé, créant un rythme hypnotique. Bleu, noir, bleu, noir. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé par la lucarne. Maître Renard avait fait son travail. La plainte pour abus de faiblesse et tentative de spoliation avait été enregistrée en procédure d'urgence. Les policiers ne sont pas restés longtemps. Ils sont juste venus signifier une interdiction d'aliéner les biens. Lucas a dû rester sur le perron, en chemise, grelottant, alors que les voisins ouvraient leurs rideaux pour observer la chute des Lefebvre. Le lendemain matin, le froid est devenu insupportable. La chaudière de la maison a rendu l'âme. Un vieux modèle que j'entretenais chaque année avec soin, mais que Lucas a négligé depuis 6 mois. Sans électricité pour alimenter les pompes et sans argent sur le compte pour appeler un dépanneur en urgence, la maison est devenue un frigo géant. J'ai vu Chloé sortir vers 9h. Elle portait 3 couches de vêtements sous son manteau. Elle tenait son sac à main de marque comme s'il s'agissait d'un bouclier. Elle a essayé de démarrer le SUV à nouveau, oubliant que l'assurance était résiliée. Un sabot de Denver avait été posé sur la roue avant gauche pendant la nuit. Un créancier privé, sans doute. Elle a frappé le volant de ses poings, puis elle s'est effondrée en pleurs, la tête sur le tableau de bord. Lucas est sorti peu après. Il marchait comme un vieillard. Ses épaules étaient voûtées. Il est venu vers l'abri de jardin. Cette fois, il n'a pas hurlé. Il a frappé doucement à la porte. « Maman, ouvre s'il te plaît. Il fait trop froid. On n'a plus rien. » Chloé a appelé ses parents, ils refusent de nous prêter de l'argent. Ils disent qu'ils ne veulent pas être mêlés à une enquête criminelle. Sa voix était blanche, sans timbre. C'était la voix d'un homme qui réalise qu'il a tout misé sur un tapis rouge qui vient d'être retiré. « Maman, je sais que tu as encore de l'argent de côté. Le compte secret à la poste. Donne-nous juste de quoi payer le serrurier et le dépanneur. On te rendra tout, je te le jure. On te redonnera ta chambre. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mes mains dans la pénombre. Mes doigts étaient bleuis par le froid, mais mon cœur était de pierre. L'image de ma photo de mariage piétinée dans la boue du garage était gravée dans ma rétine. L'image de mon alliance entre ses doigts cupides. « Louise !» a crié Chloé depuis le perron, retrouvant un peu de sa morgue habituelle. « Arrête tes gamineries, tu vas nous faire mourir de froid. C'est ta faute si la banque a tout bloqué. Signe ce papier pour annuler la plainte et on oublie tout. »
Leur culot était fascinant. Même au bord du gouffre, ils pensaient encore pouvoir me donner des ordres. Ils ne comprenaient pas que le fond n'était pas encore atteint. Le véritable fond, c'est quand on réalise que la personne qu'on a torturée n'est plus là pour vous pardonner, mais pour vous regarder disparaître. À midi, le huissier est revenu. Cette fois, il n'était pas seul. Il y avait un serrurier avec lui. Pas celui de Chloé. Le mien. Ils ont ouvert la porte de la maison principale sous les yeux médusés de mon fils. Maître Renard est sorti de sa voiture, ajustant son écharpe en soie. Il a marché vers Lucas avec une lenteur calculée. « Monsieur Lefebvre. »« Madame. » Voici un avis d'expulsion immédiate pour occupation sans titre. L'acte de cession que vous avez tenté d'utiliser est frappé de nullité absolue pour vice de forme et fraude. La propriété revient intégralement à Madame Louise Dumont-Lefebvre. Vous avez 2 heures pour rassembler vos effets personnels. Chloé a hurlé. Un cri strident, animal. Lucas est tombé à genoux sur le gravier gelé. Je suis sorti de l'abri de jardin. J'ai marché vers eux, le dos bien droit. J'ai senti le craquement de la neige glacée sous mes pas. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une chaleur étrange circuler dans mes veines. Le dîner de Noël sera calme finalement, ai-je dit en passant devant eux sans ralentir. Je suis entré dans ma maison. L'odeur de la trahison s'évaporait déjà, remplacée par le froid pur et honnête de l'hiver. Il est 14 heures. Le ciel est d'un gris métallique, uniforme, sans aucune nuance. 2 camions de déménagement sont garés en travers de l'allée, bloquant toute sortie. Ce ne sont pas des déménageurs que Lucas a engagés. Ce sont les agents mandatés par Maître Renard pour mettre sous scellé tout ce qui appartient à la succession de Gabriel. Chloé est assise sur le trottoir, directement sur le béton froid. Son manteau de fourrure synthétique est taché de boue. Elle ne crie plus. Elle regarde ses mains. Elle a tenté d'emporter le buffet en cristal ce matin, mais l'huissier l'a stoppé net à la porte. Chaque objet dans cette maison a été inventorié il y a des années. Chaque cuillère en argent, chaque napperon, chaque cadre. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmure Lucas. Il est debout près du portail, les bras ballants. Il regarde les déménageurs sortir ses vêtements dans des sacs poubelles noirs. Les mêmes sacs que Chloé utilisait pour mes photos. « C'est ma maison. Je suis ton fils, Louise. » Je me tiens sur le perron, les mains dans les poches de mon vieux pardessus en laine. Je le regarde. Je ne ressens aucune colère. La colère est une émotion qui demande de l'énergie, et je n'en ai plus pour lui. Je ressens une curiosité distante, comme si j'observais un insecte se débattre sous un verre retourné. « Tu n'es pas mon fils, Lucas, ai-je dit. » Ma voix était monocorde, portée par le vent froid. Mon fils n'aurait jamais laissé sa mère dormir dans un abri de jardin pour économiser le prix d'un café. Mon fils n'aurait jamais piétiné le visage de son père. Tu es juste un locataire qui a oublié de payer son loyer moral. L'huissier s'approche de lui avec un dossier bleu. Monsieur Lefebvre, en plus de l'expulsion, voici une notification de saisie-arrêt sur vos futurs salaires. Madame votre mère demande le remboursement intégral des sommes perçues indûment au cours des 6 derniers mois, majorées des intérêts légaux pour préjudice moral et matériel. Lucas a pâli. Son salaire de cadre est déjà largement amputé par ses propres crédits de consommation. Cette saisie signifie la faillite personnelle, la fin des SUV, des montres de luxe et des dîners à Paris. Chloé s'est levée d'un bond, ses yeux injectés de sang. Elle a couru vers moi, les ongles en avant. « Vieille peau, tu vas mourir seule dans cette maison vide. On va te traîner devant tous les tribunaux de France. » Elle n'a pas pu m'atteindre. Un agent de sécurité que j'ai engagé pour la semaine s'est interposé calmement. Un homme massif, silencieux, une montagne de muscles dans un uniforme noir. Il n'a pas dit un mot. Il a juste posé sa main sur le bras de Chloé. Elle s'est figée, réalisant enfin que le pouvoir avait changé de camp de façon permanente. « Vos affaires sont sur le trottoir », a déclaré Maître Renard en sortant de la maison. Il tenait mon alliance dans une petite boîte en velours. Il me l'a tendue avec un signe de tête respectueux. Je l'ai glissée à mon doigt. L'or était froid, mais il s'ajustait parfaitement. J'ai regardé le serrurier terminer son travail sur la porte principale. De nouveaux cylindres, des clés de haute sécurité que personne d'autre que moi ne posséderait. « Où allons-nous aller ?» a demandé Lucas d'une voix brisée. Il regardait la rue, les voisins qui ne cachaient pantelin même plus leur satisfaction. Dans cette petite ville, tout se sait. La nouvelle de leur cruauté envers la vieille Louise avait circulé plus vite que la neige. « Il y a un hôtel bon marché près de la gare, ai-je répondu. Ils acceptent les gens sans bagages. C'est tout ce que votre budget permet désormais. » Le camion de l'entreprise de nettoyage est arrivé ensuite. 6 personnes avec des masques et des produits désinfectants. Ils allaient effacer toute trace de leur passage. L'odeur du parfum de Chloé, l'odeur de la trahison, tout allait disparaître sous le chlore et le savon noir. J'ai tourné le dos à la rue. J'ai franchi le seuil de ma maison.
La chaleur commençait à revenir doucement dans l'entrée. Le silence n'était plus oppressant, il était souverain. Avant de fermer la porte, j'ai jeté un dernier regard sur le trottoir. Chloé essayait de ramasser ses robes éparpillées dans le caniveau. Lucas regardait ses mains vides, ils étaient petits, si petits. Le clic de la serrure a été le son le plus satisfaisant de ma vie. Un son sec, définitif. La porte de leur vie s'était refermée, et j'avais jeté la clé dans l'oubli. Il est 19 heures. La maison est de nouveau chauffée. Le ronronnement de la chaudière dans la cave est un murmure rassurant, un battement de cœur mécanique qui redonne vie au mur. Je suis assise dans la salle à manger, à ma place habituelle, au bout de la table en chêne. La table est vide, à l'exception d'une tasse de thé dont la vapeur monte en spirale paresseuse vers le plafond. Le silence est absolu. Ce n'est plus le silence de la peur ou de l'exil, c'est le silence de la propriété retrouvée. Dehors, la neige a enfin commencé à tomber. De gros flocons lourds qui recouvrent tout, le trottoir où Chloé hurlait ses insultes, les traces de pneus du camion de déménagement et l'abri de jardin au fond du terrain. Tout devient blanc, uniforme, propre. La nature a sa propre façon d'effacer les souillures. Lucas m'a envoyé un dernier message il y a 1 heure. Je l'ai lu sans émotion. Maman, Chloé m'a quitté. Elle est partie chez ses parents à Lyon. Ils ne veulent pas de moi. Je suis dans un studio minable. S'il te plaît, j'ai froid. J'ai posé le téléphone sur la table, face contre bois. Je n'ai pas répondu. Le froid dont il parle n'est pas météorologique. C'est le froid qu'il a lui-même cultivé pendant des mois dans mon couloir, dans ma chambre, dans mon cœur. On ne peut pas demander de la chaleur à une maison dont on a tenté d'arracher les fondations. Je regarde le buffet en cristal. Il brille sous la lumière du lustre. Les verres de bohème sont à leur place, alignés comme des soldats de verre. J'ai passé l'après-midi à les laver un par un pour enlever les traces de doigts gras de Chloé. Le contact de l'eau chaude et du savon sur le cristal était une forme de purification. On dit que le sang est plus épais que l'eau. C'est peut-être vrai, mais le sang peut aussi devenir un poison. Gabriel disait toujours que la famille n'est pas un droit. C'est un privilège que l'on mérite chaque jour par la loyauté. Lucas a trahi son sang pour de l'argent et du confort éphémère. Il a échangé une mère contre une illusion de pouvoir. Demain, je recevrai la visite d'un représentant du refuge pour animaux de la ville. Ma décision est prise. La maison, l'imprimerie, les comptes en Suisse, tout leur reviendra à ma mort. Maître Renard a déjà préparé les documents. Lucas ne recevra que la part minimale obligatoire par la loi, et même cette part sera dévorée par les saisies pour rembourser ses dettes envers moi. Il vivra le reste de sa vie dans le souvenir de ce qu'il a perdu par impatience et par cruauté. Je me lève lentement. Mes os ne me font plus aussi mal. Peut-être est-ce parce que le poids de la trahison a été soulevé. Je marche vers la fenêtre. Dans le reflet de la vitre, je vois une femme de 60 ans, le visage marqué par le temps mais les yeux clairs. Je ne suis pas une méchante femme. Je suis simplement une femme qui a appris que la gentillesse sans limite est une invitation au désastre. J'ai protégé mon fils toute sa vie, et c'est peut-être là que j'ai échoué. En le protégeant du monde, je ne l'ai pas protégé de sa propre cupidité. Le dîner de Noël approche. Je serai seul à cette table. Il y aura une seule assiette, un seul verre, une seule bougie. Et pour la première fois depuis des années, je me sens en excellente compagnie. La solitude, et c'est parfois le prix de la paix. Je souffle sur la bougie, la mèche rougeoie un instant avant de s'éteindre. L'odeur de la cire brûlée flotte dans l'air. C'est fini, l'histoire est écrite, la justice a été rendue, sans éclat de voix, sans drame inutile, juste un retour à l'équilibre. Le silence était ma récompense.